Qui n'a pas eu un conflit à gérer dans sa vie? Selon une étude réalisée par le cabinet OPP, 85% des Français déclarent être confrontés à un conflit dans leur entreprise. Et on estime que les Français passent en moyenne 2 heures par semaine à gérer des conflits. Le conflit fait partie de la vie. Mais si le conflit est normal, il peut néanmoins se révéler dangereux. Les problèmes surgissent lorsque le conflit se bloque et que la situation s'envenime. Malheureusement, les exemples ne manquent pas. Des équipes en burn-out, des entreprises en faillite, des familles déchirées, des amis brouillés, des couples divorcés, etc. Et dans tous les cas, des hommes et des femmes en souffrance. Le conflit n'est pas seulement dangereux, il est aussi douloureux. Il peut générer des émotions délétères comme la haine, la colère, la peur, le désespoir, la tristesse. Mais pourquoi le conflit fait si mal? Alors, premièrement, parce qu'on ressent de l'impuissance quand on n'arrive pas à s'en sortir. Et l'impuissance génère un vécu dépressif important. D'autre part, parce que le conflit peut réveiller des blessures psychologiques, et on en a tous. Humiliation, injustice, rejet, abandon ou trahison. Et enfin parce que le conflit prend des proportions qui vont bien au-delà de l'objet du conflit. En fait, en gros, je perds confiance en moi, je perds confiance en autrui, je perds confiance dans l'humanité. Et pourtant, heureusement, on peut survivre à un conflit. Parfois, dans une relation, le lien se tend. Et tant qu'il ne se casse pas, on peut tenter de négocier en face à face. Mais parfois, le lien se rompt et là tout se complique. On assiste à un dialogue de sourds, plus personne ne s'écoute. Donc quand la négociation a échoué, le réflexe naturel consiste à appeler un tiers, le juge. Et souvent ça marche, au sens où le litige juridique se termine, le juge tranche bel et bien le conflit. Et pourtant, le conflit est-il pour autant terminé? Le perdant, en général, parce qu'il y a toujours un perdant dans un procès, le perdant repart avec encore plus de haine qu'à son arrivée. Donc, certes, le conflit est tranché, mais le lien reste abîmé ou même cassé. Est-ce que cela signifie que le conflit n'est que souffrance et douleur? Non. Nous pensons que non seulement on peut survivre à un conflit, au sens de ne pas mourir, mais aussi survivre en 2 mots, au sens en ressortir grandi. En effet, il existe une autre voie pour gérer les conflits, qui est celle de la médiation. Et cette voie-là permet non seulement de terminer le conflit, mais potentiellement d'en ressortir grandi en vivant une vie plus apaisée, plus en conscience de soi-même. Alors qu'est-ce que c'est que la médiation? C'est un processus dans lequel 2 parties en conflit, par l'intermédiaire d'un médiateur neutre et impartial, restaurent le dialogue et trouvent elles-mêmes une solution à leurs problèmes. La posture du médiateur, même si dans les 2 cas, celle du juge et du médiateur, on parle de tiers, la posture du médiateur diffère profondément de celle du juge. Il s'agit vraiment d'une autre manière de rendre la justice. Le médiateur s'intéresse à la relation plus qu'au conflit. Il cherche une solution ajustée plus qu'une solution juste. Et il a de l'autorité mais aucun pouvoir. Le but de la médiation, c'est de restaurer le dialogue. C'est que les parties puissent à nouveau se comprendre. Mais dans 80% des cas, elle fait plus, elle aboutit à un accord. Le déclic repose sur le fait de comprendre que tout être humain possède sa propre manière de voir le monde. Et que dans un conflit, souvent personne n'a raison, mais chacun a ses raisons. L'un des enjeux fondamentaux, c'est l'expression de ses émotions. En effet, en médiation, on part du principe qu'une émotion véhicule un message sur un besoin fondamental qui est menacé ou non satisfait. Par exemple, je me mets en colère car mon besoin profond, mon besoin fondamental de justice est bafoué. Or, quand l'un de mes besoins est menacé, mon cerveau reptilien, primaire, prend le dessus sur mon néocortex, le cerveau, disons, évolué, le siège des émotions et de la raison, et le cerveau reptilien, devant un danger, il a 3 manières de réagir. Soit il se bat, soit il fuit, soit il se soumet. La médiation permet à chacun d'exprimer ses émotions et de révéler à l'autre, mais souvent aussi à soi-même, le besoin derrière et les croyances qu'il soutiennent. Donc quand tout se passe bien, arrive un moment où l'on comprend que l'autre a sa propre manière de voir et que personne n'a tort, mais chacun a ses torts. C'est ce qu'on appelle le point de bascule, l'abcès est crevé et la haine disparaît car on ne peut pas haïr quelqu'un qu'on comprend. On peut toujours être en désaccord avec l'autre, le désaccord demeure,
mais on l'a compris et il n'y a plus de haine. Alors, cela ne se fait pas tout seul et requiert beaucoup d'écoute de l'autre et de travail sur soi. Exprimer ses émotions, comprendre ses besoins, analyser ses croyances, interroger son rapport à autrui. La médiation permet de sortir de la situation d'impuissance dans laquelle je me trouvais. Je cesse d'être une victime de cette relation, au sens où je décide de la réponse à apporter à cette épreuve. Et littéralement, je deviens responsable. Jean-Paul Sartre le dit très bien, la liberté, c'est ce qu'on fait de ce qu'on nous a fait. Alors en conclusion, je dirais que la médiation n'est pas une recette magique qui marche à chaque fois, mais ses présupposés philosophiques humanistes et sa méthode bienveillante arrivent dans bien des cas à rétablir une parole authentique et fluide, qui permet au lien de ne pas mourir, mais de survivre, voire de survivre au sens de se renforcer. Alors n'attendez pas, si un conflit vous affecte, n'attendez pas qu'il vous infecte, puis vous infeste, tentez la médiation.